Bienvenue dans cette édition de Mots et Écrits, votre programme qui rend hommage aux auteurs, aux écrivains, aux poètes et à leurs œuvres. Nous sommes aujourd'hui aux Artisans oubliés, où nous accueillons Isabelle Chaouri qui a récemment lancé son livre qui s'intitule Wiado. Voyons ce qu'elle a à nous dire. Donc, moi, c'est Isabelle Chaouri. Mon nom de plume, c'est Pascal. Je viens d'écrire un livre non-fiction qui s'appelle Wiado, qui a été self-published, lancé en mars cette année. Mon parcours avec l'écriture, il a commencé comme on allait étudier DO, en fait. Donc, on allait étudier Canada. Et que là-bas, en fait, on prend une classe écriture. Et c'est là que le déclic s'est fait, en fait. Ton livre est un livre assez particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dessus? Oui, bien sûr. Déjà, ça a été self-published, donc l'initiative est venue de moi, pas moi directement pour le public. Et puis, je voulais partager mon écriture de façon sustainable. Donc, avant de partager mes écrits, j'ai essayé de réfléchir à comment le faire de façon le plus sustainable possible, donc le plus en accord avec la nature possible. Du coup, j'ai réfléchi, OK, produire une grosse quantité, c'est pas possible. S'il y a du papier normal, c'est pas possible. Du coup, j'ai sorti mon livre sur du papier recyclé à la main et des restes de tissu. Il y a 4 copies en tout seulement. Et l'idée, c'est de louer le livre au lieu de le vendre. Comme ça, les 4 copies, déjà, ça utilise moins de ressources et ça va circuler même au lieu de finir, en fait. Donc, le livre, c'est un livre qui est sustainable, qui est fait sur du waste. Et c'est un petit rappel que whatever qu'on fait, on doit considérer la nature dans ce qu'on fait. Enfin, tout le monde était impressionné par le côté créatif. Tout le monde me disait, ça paraît simple, mais il fallait penser aux idées, avoir l'énergie de vouloir faire ça différemment. Parce que, obviously, quand tu fais ça différemment, ça prend plus de temps, ça a plus de réflexion derrière. Donc, il y a eu un réponse bien positif par rapport à le côté sustainable, mais aussi la créativité. Enfin, le rendu du livre même est assez joli. Du coup, je pense que ça a eu le côté positif que je cherchais. Comment tu t'es prise à avoir tes matériaux qu'il faut, tes matières premières en quelque sorte, pour publier ce livre? Donc, les matières premières ont été achetées, mais ça a été acheté avec des petits business qui sont dans cette démarche sustainable. Donc, il y a un petit business qui fait du papier recyclé à la main. Donc, c'est elle qui fait le papier et je suis en contact avec elle. Pour les tissus, c'est des restes de tissus qui ont été pris avec The Good Shop. Donc, ils ont une mercerie qui provide justement ces restes de tissus au lieu de jeter tout ça, de remettre ça sur le marché. Donc, il fallait avoir ce petit network de Sustainability Warriors, on va dire. Qui sont les personnes qui ont contribué, qui t'ont aidé dans la publication du livre? Déjà, il y a pas mal d'amis qui ont été involved, qui m'ont aidé avec le printing process parce que ça a été fait à la maison avec un printer normal. Et puis, il y a des amis qui m'ont aidé avec le binding. Donc, tout a été fait à la main, tout a été fait par nous-mêmes. Il y a aussi une copie qui est écrite à la main. Et ça a été... Il y a plusieurs personnes qui sont venues m'aider à écrire. Enfin, la liste est longue. Mais voilà, il y a toute une petite communauté qui a pris part dans la production de ce livre. Enfin, il y a 2 copies qui sont sur du papier recyclé et qui sont imprimées dessus. Mais les couleurs sont différentes, il y a ce fil différent par rapport à ça. Une copie est sur du textile, donc les restes de tissu, imprimés toujours. Et la dernière copie est sur du papier recyclé, mais écrite à la main. Pour revenir au contenu du livre, dis-nous pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre en particulier et ces histoires en particulier? Donc à la base, c'était pas pour sortir un livre as such, c'était plus j'écrivais des essais parce que j'aimais ça. Mais l'inspiration est venue beaucoup de ma période à l'université où j'étais en train de grandir, j'étais en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc il y a tout ce unlearning qui s'est fait, donc les choses que j'ai apprises petites qui peut-être fonctionnaient plus autant ou de nouvelles choses que j'étais en train d'apprendre. Et moi, j'étais en train de process tout ça en écrivant. Donc c'est du non-fiction, du coup c'est basé sur mes expériences personnelles. J'ai pas le droit de mentir avec le non-fiction. Donc voilà, c'est une façon de partager mes expériences, mais aussi de
d'aider les autres à se reconnecter avec leurs propres histoires, en fait. Parce que je parle beaucoup de... J'étais au Canada, du coup, je parle beaucoup de ma relation avec Maurice, pourquoi je suis partie, enfin, toute cette dynamique, ma relation avec mon corps. Et le thème qui file, au fait, c'est un peu ma décolonisation. Donc, tout ce process de shed ce qui me servait plus, en fait. Est-ce qu'il y a une partie du livre en particulier qui te touche le plus? C'est compliqué à dire parce que les 13, c'est une collection de 13 essais et les 13 sont des thèmes différents qui, obviously, sont personnels à moi. Disons, il y a un essai qui s'appelle Outrospective qui est très connecté à mon purpose, on va dire. Donc, ça parle de compassion, d'empathie et d'une expérience que j'ai eue au Canada, une activité qu'on a fait qui m'a connectée avec l'expérience des personnes indigènes là-bas. Du coup, l'empathie et la reconnexion, c'est beaucoup ce que je fais en dehors d'écrire. Et cet essai-là, c'est un peu cette connexion avec mon purpose en général. Et est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur les choses qui t'ont inspiré à écrire ce livre? Donc, c'est beaucoup mes expériences personnelles. Donc, avant, j'étais une athlète. Je parle de cette période d'aller à l'école et aussi faire du sport en même temps et comment c'est vu à Maurice. Je parle beaucoup de ma relation avec mon corps, donc mes cheveux en particulier. Donc, plusieurs choses qui m'ont aidé à process des choses ou à heal d'une certaine façon. Donc, ça a été un livre très thérapeutique, in a way, pour moi. Donc, c'est vraiment un honneur de pouvoir partager ça avec les autres. Et ça te fait comment quand tu penses que les choses que tu as écrites dans le livre, ce sont des choses qui sont normalement très personnelles, mais qui est maintenant accessible un peu à presque tout le monde? Enfin, ça demande un certain courage, on va dire, mais ça montre encore plus à quel point je suis détachée maintenant de ces histoires, parce que je peux justement mettre ça out there. Ça fait partie de mon process de growth, on va dire. Mais je pense vraiment qu'être vulnérable, ça a sa valeur. Donc, c'est ça qui aide à se connecter aux autres. Donc, sans cette vulnérabilité, ça n'allait pas avoir la même valeur, je pense. Donc, c'était un step que j'ai choisi de franchir. Est-ce qu'il y a des écrivains, un livre, des personnes en particulier qui t'ont inspiré, qui ont inspiré aussi le style du livre, la narration surtout? Il y a beaucoup, en fait. J'aime beaucoup, beaucoup lire. C'est quelque chose que je fais depuis toute petite. En ce moment, c'est plus du non-fiction que je lis, soit du self-help ou du non-fiction narratif. Il y a Arundhati Roy qui me vient en tête, Sadhguru, Virginia Woolf, qui ont des styles assez particuliers ou des choses assez particulières à dire. Mais il y en a tellement et je pense que lire, c'est une des meilleures façons de bien écrire, en fait. On voit beaucoup de jeunes de nos jours qui se tournent vers le self-publishing au lieu d'aller vers un publisher. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est le cas de nos jours? Pour tout le monde, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je voulais aucun filtre entre moi et ce que j'avais à dire et le public. Je pense que le process de passer par un publisher est quand même assez long. Il y a le filtre du éditeur, du publisher, et peut-être pour eux, c'est plus un business. Et la façon où le livre que je voulais sortir, c'était très personnel, en accord avec la nature. So, je ne voulais pas avoir tous ces filtres et tout ce thinking, ce money-minded mindset derrière. Donc, je voulais vraiment le faire directement. Et puis, c'est plus facile. Il y a le public à Maurice pour les self-publishers. C'est pas... Peut-être à l'extérieur, c'est plus compliqué. Mais ici, je sais pas. Je trouve que les gens trouvent ça courageux quand tu décides de juste sortir ton livre par toi-même. Et on a cette communauté, ce mindset très... de communauté justement qui fait qu'on a le support derrière quand on self-publish. Quels sont les feedbacks que tu as reçus des lecteurs après avoir lu ton livre? Pour le moment, ça a été très positif. Je ne m'attendais pas à cette ampleur que c'est en train de prendre. Les gens m'ont dit que ça les a aidés par rapport à leur propre histoire personnelle. Ils ont pu processer quelque chose où ça a offert une perspective qui les a aidés dans leur propre growth,
ou qu'ils aimaient mon style d'écriture, etc. Et enfin, ça fait plaisir parce que l'idée, c'était vraiment de juste partager ce que je fais. Je ne pensais pas que ça allait prendre toute cette ampleur. Et d'ailleurs, le livre est aussi exposé à une exposition d'art contemporain en ce moment. Donc, c'est aussi en train de prendre ce côté artistique qui fait plaisir. Et s'il y a une personne qui souhaite lire le livre, vu que c'est sur un rental basis, comment est-ce que la personne peut s'y prendre? Donc, il faut juste me contacter directement. Donc, encore une fois, ça garde ce contact humain. Il faut me contacter soit sur Facebook, Instagram et mettre son nom sur la liste. Donc, il y a une liste de personnes déjà qui attendent justement que les 4 copies viennent à eux. Et puis voilà, dès que le livre est prêt, je contacte la personne, on met un point de rendez-vous et puis voilà, je livre le livre en personne. Parle-nous un peu de ton choix pour le titre et aussi ton pseudonyme. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces noms en particulier? Donc Weirdo, enfin déjà parce que le côté weird, bizarre, je pense, grandissant, je me suis toujours sentie un peu à part. Donc c'était une façon de embrace ce côté décalé, on va dire. Déjà, j'ai fait un livre sur du tissu, etc. Bref. Mais l'orthographe que j'ai choisi, c'est l'étymologie du mot. Donc à l'époque, WYRD, ça voulait dire l'habilité de contrôler sa destinée. Donc c'est ça l'origine du mot weird et je voulais mettre un peu cette nuance-là dedans que des fois quand on est un peu plus bizarre, ça veut juste dire qu'on est en contrôle de ce qu'on fait. Et puis Pascal, juste parce que Pascal c'est un de mes noms et c'était juste un clin d'œil à voilà, mes ancêtres ou ma famille qui m'ont donné ce nom-là. Finalement, est-ce que tu comptes publier plus de livres dans le futur? J'aurais beaucoup aimé, oui. Déjà là, j'ai envie de m'y remettre justement à écrire parce que le process de production a pris quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc j'aurais adoré recommencer à écrire et hopefully refaire ça avec une collection de essays qui va sortir prochainement. So, oui, j'aurais adoré sortir un deuxième. Nous allons maintenant à la rencontre de Monsieur Jean-Alain Lapérotine, qui a pendant très longtemps exercé le métier de photojournaliste. Il vient de lancer son livre photo Back on Rail Tracks, où il documente toute la construction du métro express à l'île Maurice. Je suis Jean-Alain Lapérotine, photographe de presse, comme on appelle je fais du photojournaliste. J'ai appris en France à l'École nationale de photographie qui se trouve à Hall. Après mes études, je suis rentré ici. Mon mentor quand j'ai fait la photographie, c'était Raymond Depardon. Raymond Depardon, c'est un grand Français, un grand photographe. C'est lui-même qui a monté le premier agence de photo qui s'appelle Magnum. Mais j'ai eu cet amour du noir et blanc avec lui-même. Parce que quand on photographie en noir et blanc, ça nous donne une autre émotion. Pour ce projet de livre, c'était en 2019 que j'ai commencé à le faire. Vous avez eu un parcours très particulier en tant que photojournaliste pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous en parler? J'aimais bien la photo. C'est depuis la classe boursière. Maintenant, la classe boursière a été abolie. J'ai eu un appareil en cadeau avec un ami de mon père qui s'appelle Baye Sator. Il m'a donné, c'est un appareil accordéon. J'ai commencé à faire des photos, c'était le film 120 que ça servait. Mais j'ai pataugé, comme on dit, j'ai pas pu avoir des belles photos, c'était flou. Mais après maintes tentatives, j'ai pu avoir des photos. Alors j'ai commencé à aimer la photographie à partir de là. Et je suis entré en secondaire à collège de la Confiance. Là-bas, il y avait un club photographie. Il y avait des frères, gérés par des frères. Il y avait le frère Norman Cox qui m'a dit « Monsieur Lapérotine, je vois que vous connaissez en photo, mais prenez la charge du labo. » C'est moi-même, les enfants faisaient des photos et me donnaient. Je rentrais dans le laboratoire et j'ai imprimé, développé, imprimé. Jusqu'à maintenant, j'ai eu ce virus qui ne m'a pas quitté. Ça fait un peu plus de 45 ans que je fais la photographie. Il y a eu
une évolution extraordinaire dans le domaine de la photographie. Vous avez commencé avec le film, maintenant vous êtes dans le digital. Mais je vais vous demander, qu'est-ce que vous préférez, le film ou ce qu'on utilise maintenant? Mais avec l'évolution du temps, mais le numérique aussi est arrivé aussi bon que l'analogue. Mais je préfère les films parce que on a, comment dirais-je, on palpe la photo parce qu'on doit développer et imprimer, on voit tout ce qui se passe devant nous. On peut arrêter si on n'aime pas, si c'est trop foncé, c'est trop pâle, on peut s'arrêter, on peut modifier. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre photo sur le métro express? Je dois raconter que où j'habitais et je voyais les trains passer tous les jours. Mais depuis ça, j'ai aimé les trains. Ben, je ne savais pas qu'au fil des temps, après j'étais âgé de 6 ans, ouais, 6 ans et demi, 7 ans, mais j'ai vu ça, mais je ne savais pas qu'arrivé à un certain moment de l'année ou des ans, qu'il y aura le métro. Ben, on s'est servi du même parcours où le train passait auparavant. Ben, je vais vous raconter une anecdote que j'aimais tout le temps. Vous savez, quand les trains roulaient sur les rails, il y avait des poules et des coqs qui passaient par là. Ben, ils étaient décapités. Et je voyais les enfants, parce que c'était les aînés plus grands que moi. Ils amenaient ça à leur maison pour faire un carré-poule. Ben, ça m'a marqué. Ben, j'ai dit, bon, je vais commencer. J'ai commencé le premier coup de pioche qui s'est fait à Vandermesch, et puis j'ai terminé jusqu'à 4 bornes. J'ai cessé. Il y aura peut-être un tome 2, je ne sais pas, mais je fais toujours les photos. Mais toutes les photos, j'ai fait avec mon iPhone XR. Pourquoi l'iPhone? Parce que quand je vais sur un chantier, ben avec le iPhone, ils peuvent dire que ce monsieur prend un petit souvenir. Si j'allais avec un DSLR, ben, ils auraient dit, j'ai entendu les autres dire, qui vous fait là? Pas vous faire ça, vous avez droit de tirer photo, qui fait tirer photo? Pas prendre une photo, nous peut travailler. Ben voilà, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, j'ai commencé en 2019, c'est terminé en 2022. Je vois ces travailleurs de Larsen & Toubro qui travaillent jour et nuit pour pouvoir donner satisfaction et terminer à temps le projet. Mais quand je regardais, ben c'est vrai, ils bossaient très dur. Même sans leur famille qui ne sont pas ici, mais ils travaillent. Et je vois ça va vite. J'habite à Rosil et je dois passer la route Vandermesch et je dois passer tout près par les Haïben, mais je vois le travail, comment ça se fait à une vitesse vertigineuse. Et combien de temps est-ce que ça vous a pris pour finaliser tout le contenu du livre photo? Combien de temps? 2 mois et demi. Ouais, 2 mois et demi. Parce qu'il fallait que le designer fait du design, il fallait choisir. À travers plus de 3000 photos, il fallait choisir. L'importance, ça veut dire tous les moments importants de la construction, jusqu'à qu'on fait un essayage sur les rails. Mais ça a pris 2 mois et demi. Et pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le métier d'un photojournaliste? Le mot même veut dire quelque chose, c'est tout dit en un seul mot, photojournaliste, c'est-à-dire la photo. Après le journaliste, mais le journaliste on peut dire journal, c'est-à-dire au lieu d'écrire avec ma plume ou un stylo, j'écris avec mon appareil photo ou mon téléphone. C'est ça. C'est-à-dire je peux écrire une histoire avec les photos. Pas besoin de mettre pas besoin d'écrire. Ça va. Quand les gens regardent les photos, ils savent, ah, c'est l'histoire de, je ne sais pas, de tel truc, tel truc, tel truc. Et durant ces dernières années, je dirais plutôt cette dernière décennie, il y a eu un intérêt grandissant pour la photographie, surtout parmi les jeunes. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez observé? Bah, c'est ce que j'ai observé. Et il y a tellement de jeunes qui font de la photo maintenant. C'est vrai, un appareil numérique, pas besoin de savoir, on n'a qu'à
presser le bouton, on a une photo, une belle photo. Ça, c'est sûr. Mais si on analyse la photo, on va voir qu'il y a beaucoup de défauts. Mais tandis que quand quelqu'un a suivi un cours ou a fait un stage, il va savoir. Parce que si on donne maintenant, avec quelqu'un, donne un appareil analogue à faire, c'est plus difficile. Parce que l'appareil numérique, on passe sur auto, c'est l'appareil qui fait la photo. C'est l'appareil qui pense. C'est pas nous. Mais je vois, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la photographie. Il y a des cours par-ci et par-là. Mais ils doivent nécessairement passer par l'apprentissage. Ça, c'est sûr. Quel style de photographie vous passionne le plus? Je sais que vous avez dit le noir et blanc, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez photographier le plus? Ouais, j'ai pas de préférence seulement. J'aime bien les portraits en noir et blanc. Je ne dis pas que les couleurs, c'est pas beau, non. Mais j'aime bien le noir et blanc en portrait. Et pourquoi le noir et blanc? Le noir et blanc, comme je vous dis, quand on regarde une photo noir et blanc, on a une émotion. La photo même peut parler d'elle-même. Et en plus de ça, si on fait une photo en couleur et on fait une photo en noir et blanc, deux choses différentes, la photo de couleur va pâlir avant. Vous savez, on vit dans cette vie une vie pleine d'images. On est injecté d'images de tout part. Maintenant, il faut choisir ce qui est meilleur. Mais le choix est un peu difficile. C'est ce que tout le temps je dis aux jeunes, et j'enseigne aux jeunes, de tout le temps, il faut s'aventurer, apprendre des cours, à faire des stages, aller à une école de photographie, ceux qui peuvent, pour pouvoir avoir le bon sens de la photographie. Parce que comme je vous dis, on est inondé d'images. Des images qui sont belles, des images qui sont, quand on regarde, on peut souffrir quand on regarde ces images, mais il faut qu'on connaisse la belle image. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et Écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.